Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide pour vous présenter Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Les titres que nous allons développer ce soir. Israël affirme mener une offensive terrestre au Liban. Washington se dit en faveur du démantèlement des infrastructures d'attaque du Hezbollah tout en plaidant pour une résolution diplomatique. Présidentielle américaine, 3 semaines après le débat Harris-Trump, c'est au tour des colistiers de croiser le fer avec le duel télévisé dans quelques heures entre le démocrate Tim Walz et le républicain J.D. Vance. Toujours aux États-Unis, première grève d'ampleur sur la côte est du pays depuis 50 ans. Les dockers de grands ports débrayent pour réclamer de meilleurs salaires. Le président Joe Biden appelle à des négociations rapides. En Côte d'Ivoire, bonne nouvelle pour les planteurs de cacao. Le prix d'achat vient d'être fixé à un niveau record. La Maison-Blanche indique que le président Joe Biden a donné l'ordre à l'armée américaine d'aider Israël à se défendre contre l'attaque perpétrée par l'Iran et d'abattre les missiles tirés par Téhéran vers l'État hébreu ce mardi. Cette nouvelle escalade intervient après qu'Israël a fait état d'une offensive terrestre au Liban contre le Hezbollah dans la foulée d'une semaine de bombardements meurtriers. Le point avec Mohamed Oumfa. À Téhéran, l'agence de presse officielle IRNA a annoncé des tirs par l'Iran de missiles sur Tel Aviv sans aucune autre précision. Des missiles d'interception ont été tirés par l'armée israélienne au-dessus de Jérusalem contre des projectiles venant de l'Est, visibles à leurs traces lumineuses selon des témoins. Des dizaines de détonations ont été entendues et des explosions étaient visibles dans le ciel. Le trafic a été totalement interrompu à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. L'attaque iranienne est survenue le jour où Israël a annoncé des opérations militaires au sol dans le sud du Liban contre le Hezbollah, ennemi juré d'Israël, et 4 jours après l'assassinat du chef du mouvement libanais Hassan Nasrallah dans un raid israélien près de Beyrouth. Les forces de défense israéliennes mènent des raids limités et ciblés le long de la frontière nord d'Israël contre la menace que le Hezbollah fait peser sur les civils dans le nord d'Israël. Plus tôt ce mardi, l'Agence nationale d'information libanaise a rapporté 2 frappes israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement islamiste Hezbollah. Nous étions chez nous lorsque les avions ont bombardé. Notre maison a été complètement détruite. J'ai été blessée. La femme de mon frère n'a pas survécu. Nous avons des difficultés financières et nous n'avons personne vers qui nous tourner pour obtenir de l'aide. Maintenant, nous avons perdu notre maison et nous sommes tous blessés et hospitalisés. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir tiré des salves de roquettes en direction de la base aérienne de Sderot, près de Tel Aviv, deuxième attaque visant cette région israélienne en quelques heures. Alors que le président américain Joe Biden ne cesse d'appeler à une trêve au Liban comme dans la bande de Gaza, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a dit être convaincu comme Israël de la nécessité de démanteler les infrastructures d'attaque du Hezbollah. Je me suis entretenu aujourd'hui avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, de l'évolution de la situation en matière de sécurité des opérations israéliennes. J'ai clairement indiqué que les États-Unis soutiennent le droit d'Israël à se défendre. Nous avons convenu de la nécessité de démanteler les infrastructures d'attaque le long de la frontière afin de s'assurer que le Hezbollah libanais ne puisse pas mener des attaques du type de celle du 7 octobre sur les communautés du nord d'Israël. Les gardiens de la révolution d'Iran ont promis des attaques écrasantes si Israël réplique à ces tirs de missiles. Ici aux États-Unis, les candidats à la vice-présidence, le républicain J.D. Vance et le démocrate Tim Walz, se rencontrent ce soir pour leur premier et unique débat. Scott Stearns, correspondant de la VOA, se penche sur ce qui attend les 2 prétendants lors de leur joute télévisée à New York. Le récit est de Yacouba Ouedraogo. Tim Walz et J.D. Vance vont débattre pendant 90 minutes à la télévision avec 2 modérateurs et sans public. Vance, qui se présente aux côtés de Donald Trump, est un sénateur de l'Ohio, un État du Midwest. Il estime que le débat est l'occasion de montrer comment les républicains vont améliorer l'économie et sécuriser la frontière.
C'est une occasion pour moi de dire au peuple américain comment les politiques de Donald Trump peuvent les rendre plus prospères, peut rendre le monde plus pacifique et sécuriser la frontière sud. Si nous faisons tout cela, nous gagnerons. Gouverneur du Minnesota dans le Midwest, Walz se présente aux côtés de Kamala Harris. Il affirme que les démocrates s'occupent des Américains de la classe ouvrière, contrairement à son adversaire. Comme toutes les personnes ordinaires avec lesquelles j'ai grandi dans le cœur du pays, JD a étudié à Yale. Sa carrière a été financée par des milliardaires de la Silicon Valley. Puis il a écrit un best-seller qui dénigre cette communauté. Ce n'était pas ce qu'est l'Amérique moyenne. Et je vous dis que j'ai hâte de débattre avec ce type. Vance est un ancien critique de Trump qui a obtenu le soutien de l'ancien président pour sa candidature au Sénat. Depuis, il s'est rallié à l'approche America First, l'Amérique d'abord de Donald Trump. Nos ennemis et de nombreux démocrates nous qualifient de populistes comme s'il s'agissait d'une insulte. Si être populiste signifie être du côté des travailleurs plutôt que des élites qui ont vidé notre classe moyenne de sa substance et nous ont envoyés dans des guerres étrangères stupides, alors je suis partant. Vance a récemment déclaré aux dirigeants européens qu'ils devaient payer davantage pour aider l'Ukraine face à l'invasion russe. Walz affirme que Vance et Trump ont l'intention d'abandonner le leadership américain. Lorsque les républicains parlaient de liberté, nombre d'entre eux étaient sincères. Ils n'allaient pas tourner le dos à nos alliés. Ils n'allaient pas laisser l'Ukraine livrée à elle-même. Vance estime que Kamala Harris nuit aux travailleurs américains en favorisant les immigrés clandestins. Ce que Kamala Harris semble vouloir faire, c'est donner tous les avantages de la citoyenneté américaine à des gens qui ne devraient même pas être ici. Et cela va empêcher les gens normaux d'acheter une maison, de faire leurs courses, de bénéficier de ce filet de sécurité sociale. Walz estime que la carrière de Donald Trump dans le monde des affaires et en politique montre qu'il ne s'intéresse qu'aux riches comme lui. Il dirige l'économie pour ceux qui sont en haut de l'échelle et rabaisse ceux qui sont en bas de l'échelle. Vos coûts augmentent, il abroge la loi sur les soins abordables et nous ramène aux conditions préexistantes. Ils réduisent la sécurité sociale et l'assurance maladie, ce qui permet à ma mère de ne pas sombrer dans la pauvreté. Le débat de ce soir est le dernier prévu avant l'élection du 5 novembre. Le vote anticipé a déjà commencé dans certains États. Oui, 3 semaines exactement après le duel télévisé qualifié de tendu entre la candidate démocrate Kamala Harris et son rival républicain Donald Trump, qu'attendent les électeurs américains du débat qui va donc opposer ce soir à Tim Walz, à J.D. Vance. Alexandrine Rologno, notre envoyée spéciale à New York, a tendu le micro à quelques-uns d'entre eux. Je crois qu'il y a un débat vice-présidentiel à New York ce soir. Je pense que ça date à 20h, si je ne me trompe pas, oui, à 21h. Ouais, je ne connais pas l'heure exacte. Oui, je vais suivre le débat. Je vais suivre le débat ce soir. Moi, en fait, le gagnant, je supporte tout le monde. Vraiment, je ne m'intéresse pas beaucoup de la politique. Mais je sais que si je réside ici, si ça se passe très bien, moi, ça me plaît. On attend pour voir le débat après le débat, voir comment ça va se passer et voir ce qui va me donner mieux de plus de station. J'étais plus concentré sur le débat présidentiel. Le vice-président, d'après ce que je sais, le vice-président, comment on appelle le vice-président démocrate. Bon, moi je suis plus démocrate, quoi. Parce que je te dis la vérité, je ne suis pas républicain, je suis beaucoup démocrate. Bon, d'après le vice-président démocrate, lui c'est un gouverneur. Bon, j'aime ce système qu'il a mis en place depuis son état. Il faut qu'ils voient aussi les anciens qu'ils ont duré aussi aux États-Unis. Voilà le cas de papier. Il y en a qui sont bloqués, bon, ils ne peuvent pas aller dans leur pays, ils sont là, ils n'ont pas de papier. Bien vrai qu'on vit bien ici. Et ça seulement, il n'y a pas de problème. Non seulement acheter un papier, c'est bon. Non, moi, je veux quelqu'un qui vienne au pouvoir, ils n'ont qu'à passer aux immigrés. Je pense que ça serait une élection qui sera très dure, mais j'aimerais que les démocrates aient le pouvoir. Le pays a besoin d'un président intelligent, un président bien ferme, un président qui a des visions pour la population et un président qui va travailler pour le pays. Qui a déjà vu Trump au pouvoir. Bon, la dame, bon, je ne l'ai jamais vue. Gouverner, bon, c'est pas qu'il faut prendre ce qui
Donc, les deux, je leur souhaite bonne chance. Quelques membres de la diaspora africaine interrogés par Alexandrine Rolognon à New York. Les élections américaines sont parmi les plus coûteuses au monde. En 2020, plus de 16 milliards de dollars ont été dépensés pour la présidentielle et les législatives. Les élections de 2024 seront probablement plus onéreuses. Comment les campagnes parviennent-elles à financer ces élections? Eh bien, c'est en collectant des fonds. Michel Joseph explique. La campagne électorale pour les élections américaines de 2024 bat son plein et cela signifie beaucoup de collecte de fonds. C'est un peu comme une course aux armements. Si l'un des deux camps est toujours actif, il faut l'être aussi. Les dépenses ne servent pas tellement à influencer les électeurs qu'à dire « ma campagne est aussi forte que celle de mes adversaires ». Et les dépenses ne cessent d'augmenter. La campagne de 2008 avait battu le record de dépenses à l'époque avec 5,3 milliards de dollars. En 2012 et 2016, les campagnes avaient dépensé plus de 6 milliards de dollars. En 2020, ce chiffre avait dépassé 14 milliards de dollars. Selon M. Foster, l'augmentation des dépenses de campagne s'explique par deux facteurs importants. Une forte augmentation des dons de la base avec des petits montants, mais aussi le fait que nous assistons à une transition des comités de campagne traditionnels qui collectent de l'argent vers des dépenses indépendantes, les super PAC. Les super PAC sont des groupes comprenant des entreprises et des syndicats qui peuvent collecter et dépenser des sommes illimitées pour une campagne grâce à un arrêt de la Cour suprême de 2010 connu sous le nom de Citizens United. Seule condition, ils ne doivent pas coordonner leurs activités avec celles des candidats qu'ils soutiennent. Alors, où va l'essentiel de cet argent? Ces chaînes ont anticipé cela. C'est leur Super Bowl. C'est plus important qu'un Super Bowl pour eux parce qu'ils savent qu'ils peuvent dépenser beaucoup d'argent. Les campagnes le savent. Tout l'argent qu'elle ne parvient pas à dépenser avant novembre ne peut pas aller sur le compte bancaire personnel d'un politicien. À quelques semaines des élections, les candidats ont encore le temps de collecter et de dépenser davantage. Les dockers de grands ports de la côte est des États-Unis sont en grève. Ils ont commencé à débrayer tôt ce mardi après l'échec des négociations de dernière minute entre leurs syndicats et l'Alliance maritime entamée en mai dernier. Ils revendiquent une revalorisation des salaires et protestent contre l'automatisation des tâches. D'autres détails avec Jean-Roger Biot. Tous les ports entre le Maine, dans le nord-est des États-Unis, et le Texas, dans le sud du pays, sont à l'arrêt depuis ce matin, soit la première grève d'ampleur depuis 50 ans. Boyce Butler, président de l'Association internationale des manutentionnaires, section de Philadelphie. Ce qu'ils doivent faire, c'est payer à ces hommes et à ces femmes un salaire équitable. Ils ont gagné des milliards et des milliards et des milliards de dollars. D'accord ? Des milliards et des milliards et des milliards de dollars pendant le Covid. Ils ont arnaqué toute l'industrie, ils ont arnaqué le gouvernement et tout le monde pendant le Covid. Et maintenant, nous voulons qu'ils remboursent. Ils vont rembourser. L'autre bataille du syndicat des dockers, c'est l'automatisation des tâches. Les travailleurs ne veulent pas se laisser compter. Pour eux, ce nouveau virage est la voie ouverte à la perte des emplois. Devinez quoi? Nous allons nous battre aussi longtemps que possible. Et nous allons réussir aussi longtemps que possible. OK? Mes hommes et mes femmes travaillent mieux que n'importe quelle machine. Regardez les chiffres. Les chiffres disent la vérité. Les chiffres disent la vérité. Le président américain Joe Biden a appelé mardi à des négociations rapides et équitables pour résoudre cette grève des dockers à l'impact économique potentiellement très important, a indiqué la Maison-Blanche.
Dans l'actualité africaine, en Tunisie, à quelques jours de la présidentielle, le candidat Ayachi Zamel a été condamné à 12 ans de prison dans 4 affaires liées au parrainage, 3 ans pour chaque dossier, ce qui vient s'ajouter à 2 verdicts récents. Son avocat Abdessater Messaoudi indique que Zamel maintient sa candidature au scrutin de ce dimanche 6 octobre, alors que le tribunal de Tunis lui a interdit d'aller voter. Le chef de l'État sortant, Kais Saied, brigue un second mandat après s'être octroyé les pleins pouvoirs en 2021. Le président Saied est accusé de dérive autoritaire. Au Ghana, des organisations citoyennes appellent à 3 jours de manifestation pour réclamer la libération de 54 personnes arrêtées après un rassemblement contre la vie chère. Les protestations de cette semaine, approuvées par les forces de l'ordre ghanéennes, doivent se tenir de jeudi à samedi à Accra, la capitale. Les manifestants comptent aussi demander au gouvernement de mettre fin à l'exploitation minière illégale. La mobilisation vise à sauver nos plans d'eau et libérer nos citoyens dont la plupart ont été appréhendés illégalement, a déclaré l'un des organisateurs. Manifestation au Nigeria également. Il s'agit de quelques rares protestations qui ont eu lieu aujourd'hui à l'appel de mouvements politiques et de la société civile, le jour de la fête nationale marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du pays le plus peuplé d'Afrique. Les manifestants ont fustigé la politique économique du chef de l'État, Bola Ahmed Tinubu, de même que la crise économique qui a suivi les réformes introduites à son arrivée au pouvoir. Ils ont réclamé la fin de la faim et de la misère et la réduction des prix de l'essence, de l'électricité et de l'alimentation. Voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. À notre retour dans quelques petites secondes, nous allons notamment vous parler des chutes Victoria en lien avec le tourisme au Zimbabwe. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Dans des Full B braque ses projecteurs sous les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci à vous d'être toujours avec nous en ce mardi 1er octobre 2024. Oui, c'est un nouveau mois qui commence. Je vous le disais en titre, le prix d'achat du cacao aux planteurs de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été fixé par le gouvernement à 1800 francs CFA le kilo. Un montant record après une année où les cours mondiaux ont atteint des sommets. La hausse de 20% a toutefois été accueillie de manière mitigée par certains producteurs qui s'attendaient à 2000 francs CFA. Aujourd'hui, la vie est chère, affirme-t-il. C'est le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui a fait part du nouveau prix lors de la Journée nationale du cacao. L'événement de 3 jours tenu pour promouvoir les acteurs de la filière a pris fin hier à Abidjan, la capitale économique du pays, d'où notre correspondant Ange Noméniou nous a fait parvenir ce reportage. Dans ce stand d'exposition, les visiteurs font la queue pour goûter au chocolat 100% ivoirien. Le produit moulu et liquide est ensuite servi dans de petits bols pour les visiteurs qui n'ont pas manqué de l'apprécier. Elle est impeccable. Pour nous qui sommes des habitués du chocolat, je le trouve fructueux, assez intéressant. Voilà, et puis je crois qu'il peut passer et chez les adultes et chez les enfants. C'est un très bon chocolat. C'est une grande fierté pour moi de déguster le cacao made in Côte d'Ivoire. Et j'appelle aussi, je profite de cette tribune pour appeler à la bonne volonté du gouvernement, de l'État ivoirien, de faire tout son possible
afin que le cacao, une grande partie de notre cacao soit transformée sur place. Le cacao est transformé aussi bien en d'autres produits dérivés. Ici, dans ce stand, on peut voir des produits comme du savon ou du beurre de karité fait à base de fèves de cacao. Les avantages de ces savons-là, c'est 100% naturel déjà, à base de beurre de cacao. Déjà, nous savons que le cacao est un puissant antioxydant qui va travailler sur le vieillissement de la peau. Donc, les bienfaits des fèves de cacao se retrouvent dans les savons qui sont là. Pendant la foire, nous nous sommes rapprochés également du groupe marocain OCP qui est spécialisé dans la distribution d'engrais. Leur objectif est de promouvoir les producteurs ivoiriens et de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je pense qu'on est en plein pied dans le cacao et aujourd'hui, on doit mettre le producteur au centre. Donc, le principal défi, c'est comment améliorer les revenus des producteurs de cacao. Et cette augmentation de revenus passe nécessairement par l'amélioration de la productivité et la rentabilité au niveau des agriculteurs. Les activités de la Journée nationale du cacao se sont étendues sur 3 jours du 28 au 30 septembre au parc d'exposition d'Abidjan. Des milliers de personnes ont pu prendre part à cet événement, le tout dans une ambiance de fête et de célébration. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan. Au Zimbabwe, les autorités espèrent que le tourisme va contribuer à relancer l'économie en difficulté. Le gouvernement a fait état de nouveaux chiffres qui montrent que davantage de voyageurs visitent les chutes Victoria, l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Mais pour certains, les infrastructures défectueuses du pays ne permettent pas de tirer le maximum de profit de cet endroit époustouflant. Reportage sur place de Columbus Mavunga, récit Jeniniwa. Direction les chutes Victoria, la frontière du Zimbabwe et de la Zambie. Même si le niveau des eaux est plus bas que d'habitude, les touristes, comme Sarah, sont toujours nombreux à s'y rendre. Je suis impressionnée pour être honnête. J'ai beaucoup apprécié le pays et la culture. Évidemment, ce site des chutes Victoria est merveilleux. Elle veut revenir un jour, comme Simon, qui est originaire du Zimbabwe, mais vit maintenant au Royaume-Uni. Je suis revenu pour voir les chutes Victoria comme une expérience, parce que quand j'étais jeune, je n'ai jamais pu les voir vraiment. Je suis donc venu l'année dernière. Cette année, j'ai amené mon ami du Royaume-Uni pour voir le fleuve Zambèze et les chutes Victoria, qui sont très belles. Mais la réputation internationale du pays souffre. Le département d'État américain y décrit des rapports crédibles de violation des droits de l'homme, y compris des exécutions illégales ou arbitraires, des conditions de détention difficiles et menaçantes et des restrictions à la liberté d'expression et aux médias. Selon l'économiste Gift Mugano, ces présumées pratiques gouvernementales ont un impact négatif sur le tourisme. Ce n'est pas bon pour notre image de marque. Tant que nous agissons de la sorte, nous n'obtenons pas le plus grand nombre d'arrivées. Notre pays se fait une mauvaise réputation. Nous devons travailler sur nos routes, notre approvisionnement en eau, notre électricité. Malgré cela, les statistiques gouvernementales montrent que le secteur du tourisme a enregistré des recettes de 493 millions de dollars au cours du premier semestre de cette année, contre 398 millions de dollars pour la même période en 2023. Et les dirigeants de l'industrie du tourisme espèrent que la croissance se poursuivra. Le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de réhabilitation des routes et de certains axes importants. Nos routes recevront également de l'attention tant voulue. Nous ne sommes pas trop inquiets à ces sujets. Nos aéroports ont été réhabilités. La plupart de nos touristes viennent de l'extérieur du pays, ce qui signifie que l'état des routes ne nuit pas complètement à l'image du tourisme ou du nombre de touristes qui vont venir dans le pays. Clément Mukwasi a ajouté que le nombre de touristes visitant le Zimbabwe a augmenté depuis la fin de la pandémie de Covid et que les arrivées ont augmenté de 27% au cours du premier semestre de cette année par rapport à la même période l'année dernière, selon le ministre du Tourisme de Zimbabwe. Il espère qu'avec l'avenir, ce secteur rivalisera avec l'agriculture, l'industrie manufacturière et l'exploitation minière en tant que moteur de l'économie zimbabwéenne.
La finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 aura lieu au MetLife Stadium de New Jersey, qui doit également accueillir la finale du Mondial en 2026. L'annonce a été faite par le président de la FIFA à la faveur du Global Citizen Festival, un grand événement musical tenu au Central Park de New York et dédié à la lutte contre l'extrême pauvreté. Davantage avec Yacouba Ouedraogo. FIFA President Gianni Infantino. Profitez du Global Citizen Festival à Central Park, à New York, pour annoncer les villes hôtes du prochain mondial des clubs, nouveau format. L'occasion est belle pour le patron du ballon rond, Gianni Infantino. Je dois dire que c'est très émouvant d'être à New York pour annoncer que, d'une part, la finale de la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs se jouera à New York et dans le New Jersey, ainsi que la finale de la Coupe du Monde 2026, et que, d'autre part, le spectacle de la mi-temps, le premier de l'histoire, se déroulera également à New York. Le MetLife Stadium a été inauguré en 2010 et a une capacité de 82 500 places. Il a accueilli la finale de la Copa América Centenario en 2016, lorsque le Chili a battu l'Argentine. Le site a aussi été annoncé en début d'année pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2026. En plus de cette enceinte, pour ce qui est du mondial des clubs, des rencontres vont se jouer dans 10 autres villes américaines: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington. Orlando va accueillir des matchs dans 2 stades différents, le Camping World Stadium et l'Inter & Company Stadium. Le football, notre beau jeu, est le sport le plus populaire de la planète avec 5 milliards de fans dans le monde. Ensemble, Global Citizen ou la FIFA ont l'intention de se connecter à ces 5 milliards de fans afin d'encourager les actions positives pour changer le monde. La Coupe du Monde des clubs est un événement annuel que la FIFA organise sans discontinuer depuis 2005. La FIFA a décidé d'opérer une refonte à partir de 2025 en faisant passer le format de 7 à 32 clubs. Le tournoi n'aura désormais plus lieu qu'une fois tous les 4 ans. La FIFA et Global Citizen se disent convaincus que ce mondial va mobiliser les fans de foot dans le monde afin d'aider à mettre fin à l'extrême pauvreté et à fournir un accès à l'éducation à des millions d'enfants. Ensemble, Global Citizen et la FIFA susciteront le type d'énergie et d'engagement que nous voyons ici ce soir afin d'atteindre l'objectif commun de mettre fin à l'extrême pauvreté et de permettre à des millions d'enfants d'avoir accès à l'éducation. Cette nouvelle mouture du mondial des clubs va mettre aux prises 32 des meilleures équipes du monde lors d'un tournoi organisé du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Elle a suscité ces derniers mois de nombreuses critiques, beaucoup redoutant les conséquences de l'allongement d'un calendrier déjà surchargé. 30 des 32 clubs participants sont déjà connus. Le tirage au sort des 8 groupes de 4 équipes aura lieu en décembre. Ce qui met un point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Nouveau rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Jacques Aristide ici à Washington. Je voudrais ce soir faire un petit clin d'œil à notre collègue Georges Attino à la régie. Voilà, merci beaucoup. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À demain. Merci. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais.